Pas l'intuition en recrutement, c'est vraiment un mythe en fait. Et personne ne peut prendre de décision fiable en recrutement sur base de son intuition. Pour développer une intuition qui va être efficace, tu vas devoir regrouper, tu vas avoir besoin, on va dire, de trois conditions qui vont être essentielles au développement de l'intuition. Bonjour et bienvenue sur le Mouton à 5 pattes, le podcast qui vous présente le recrutement sous forme de rencontres, d'histoires insolites et d'interventions d'experts. Le Mouton à 5 pattes, animé par moi-même, Stéphanie Renier, cofondatrice de Gentis Recrutement, s'adresse aux recruteurs, aux candidats à la recherche d'un emploi, ainsi qu'à toutes les personnes évoluant dans le monde des ressources humaines, ou encore aux managers qui rencontrent des difficultés à trouver leur mouton à 5 pattes. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mouton à 5 pattes. Aujourd'hui, je reçois Aymeric Kubiak d'Assess First. Bonjour Aymeric. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Très bien. Et toi? Ça va, merci. Alors, Aymeric, tout d'abord, si tu pouvais te présenter en quelques mots. Oui, carrément. Alors, moi, je suis Aymeric, je suis psychologue du travail de formation et je suis actuellement Head of Science chez Assess First. Donc, grosso modo, je m'occupe de tous les aspects scientifiques, algorithmiques et analytiques liés à notre solution. Ok, super. Donc, Assess First, en quelques mots, justement, c'est quoi? Alors, c'est une solution pour dire simplement qui va coupler sciences comportementales. Donc, par sciences comportementales, ce qu'on va attendre, c'est tout ce qui va être personnalité, motivation, façon de raisonner. On va coupler ça avec une intelligence artificielle pour vraiment permettre aux entreprises de tirer le meilleur de leurs talents, de leurs collaborateurs, de leurs candidats. Donc vraiment, on va proposer plusieurs questionnaires psychométriques, donc personnalité, motivation, raisonnement. Et à partir de ça, on va être en mesure déjà d'avoir une vision, on va dire, descriptive de la personne, c'est-à-dire comment elle va se comporter au quotidien, ce qui va la mobiliser, comment elle va manager, comment elle va penser, etc. Donc ça, c'est une première partie et on a développé depuis une dizaine d'années une approche prédictive de l'évaluation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait concrètement, en fonction de différents types de postes, ce qui va être important en termes de compétences comportementales. Et donc, aujourd'hui, on est en mesure d'avoir différents, on va dire, on va appeler ça des modèles prédictifs. Donc, c'est-à-dire, ça va être des job descriptions, mais orientés vraiment compétences comportementales et faire matcher, du coup, le profil d'un candidat, d'un collaborateur par rapport à ces modèles prédictifs et de dire concrètement à des recruteurs, à des RH ou à des managers, est-ce que la personne sera performante et épanouie sur ce poste en question, dans ce contexte précis, dans cette entreprise? Et si ce n'est pas le cas, quelles seront les problématiques qu'elle va rencontrer et si on peut potentiellement y remédier. Et du coup, pourquoi aujourd'hui les entreprises utilisent-elles un outil comme Assess First? Alors, tout simplement, je pense qu'on vit, on va dire, dans un monde qui s'accélère grandement. Il y a beaucoup de tâches, beaucoup de métiers qui sont automatisés, qui sont robotisés. Il y a certains métiers qui se transforment, qui disparaissent ou qui se créent. Un exemple tout bête, c'est avec la crise Covid. Je pense qu'il y a 5 ans, personne n'aurait pensé qu'on allait avoir des testeurs Covid à chaque coin de rue. Ouais. Il y a des métiers qui se créent aussi dans ce sens-ci. On a aussi des modes de travail qui se transforment. Par exemple, la généralisation forcée du télétravail un peu partout dans le monde. Par rapport à tout ça, on se rend compte de plus en plus que ce soit les RH ou nous, notre côté chez Assessors, ou même les demandeurs d'emploi, les collaborateurs, qui a vraiment une incapacité, on va dire, à identifier les compétences clés de demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne peut dire avec 100% de certitude, dans 5, 10 ou 20 ans, les compétences métiers qui seront importantes, ça va être ça, 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 ça. Un exemple tout bête, c'est que le télétravail, c'était forcément déjà dans les discussions, sauf que si tu reprends tous les articles d'experts il y a 3, 4 ans, ils positionnaient plus l'émergence du télétravail vers 2025, 2030. Et au final, on s'est rendu compte qu'en une annonce dans chaque pays, on pouvait se dire du jour au lendemain, on passait en télétravail. Et donc, forcément, il y avait des compétences nouvelles qui allaient devoir s'acquérir. Oui, Ça, tout un exemple tout s'est bête. Ouais. accéléré. Ouais, et ça se voit grandement si tu suis ça, on va dire, sur les études un peu plus longitudinales, donc les études dans le temps. Il y a une étude de l'OCDE, pardon, qui a montré qu'en 1987, pardon, de mémoire, une compétence technique, elle avait une durée de vie d'à peu près 30 ans, donc c'était ce qui est énorme, et qu'aujourd'hui, on est plus aux alentours d'une durée de vie de 12 mois, en fait. Donc ça a été divisé par 30. Et pareil, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de jobs
qui sont ouverts et sur lesquels on va recruter, qui vont demander de fortes capacités d'adaptation et des fortes capacités d'apprentissage de nouvelles connaissances. Donc, tu as vraiment une courbe qui monte en flèche. Et à l'inverse, forcément, les jobs qui vont être, on va dire, plus routiniers, où il n'y a pas besoin de ou moins besoin de cette capacité d'adaptation, alors le niveau de demande décroît vraiment de plus en plus. Et donc, pourquoi il y a un intérêt autour de ce qu'on peut faire chez Assessors et de tout ce qui va être questionnaire de personnalité, soft skills, etc. C'est que on rentre dans une ère où, justement, quand on ne sait pas sur quelles compétences miser, le mieux, c'est de miser sur ceux qui seront capables de les développer quand elles deviendront nécessaires. Et on se rend compte que pour faire ça, on va plus miser sur de la capacité d'adaptation, sur de l'agilité mentale, etc. Donc, vraiment, grosso modo, ce qu'on va appeler compétences comportementales, talent naturel ou soft skills. Le truc bête, on va dire, c'est quelque chose qu'on sait depuis énormément de temps. Ça fait plus d'une centaine d'années que les psys bossent sur des sujets comme ça. Et ça fait longtemps qu'on a pu démontrer que ces compétences-ci, elles sont beaucoup plus prédictives de la performance future en poste. Par exemple, si on se centre sur les capacités de raisonnement, aujourd'hui, elles permettent de prédire 42% de la réussite d'un candidat que vous allez recruter, contre entre 0 et 3% pour ce qui va être année d'expérience et aussi les diplômes. Donc, je pense qu'il y a vraiment une grosse prise de conscience par les recruteurs ou par les RH de tout ça. Et je cite par exemple souvent une étude de Deloitte qui date, ou de LinkedIn, pardon, si je ne me trompe pas, c'est LinkedIn, en 2018, qui a montré que pour 92% des recruteurs, tous ces aspects de soft skills devenaient vraiment une nécessité critique pour le futur. Ok, mais alors du coup, tout d'abord, j'ai envie de te poser une question. C'est quoi des soft skills pour toi? Alors, Typiquement, on parle de quoi? Par exemple, si je travaille dur ou je suis dévoué, est-ce que ça, c'est un soft skill? c'est ce qu'il faut bien comprendre avec les soft skills, et on va dire ça va être un des premiers gros problèmes dans leur compréhension et du coup dans leur mise en place, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont assimiler les soft skills à uniquement tout ce qui va être, on va dire, intelligence émotionnelle, capacité à communiquer avec d'autres, travail en équipe, etc. Parce que forcément, tu as une dénomination qui est soft, Oui. et donc forcément, on va penser que c'est des choses un peu plus molles, un peu plus soft. Nous, chez Assessors, on préfère grandement parler de talent naturel, et ça va être vraiment la combinaison de trois choses. Première chose, ça va être ta personnalité, c'est-à-dire la façon dont tu vas te comporter au quotidien. Donc, par exemple, là, on va utiliser des modèles qui sont scientifiquement reconnus à travers les Big Five. Donc, vraiment, le côté extraversion. Est-ce que la personne va facilement prendre l'ascendant sur les autres? Est-ce qu'elle va chercher à convaincre les autres? Est-ce qu'elle va aller spontanément vers les autres, etc. Un deuxième grand domaine qui va plus avoir trait à l'ouverture aux autres, à l'agréabilité. Donc, est-ce que tu vas consulter les autres avant de prendre des décisions? Est-ce que tu vas t'ouvrir à leurs idées, etc. Tout ce qui va avoir trait à l'ouverture, à l'expérience, la curiosité et l'adaptabilité. Donc, est-ce que tu vas faire preuve d'innovation? Est-ce que tu vas être attiré par les tâches variées, etc. Tout ce qui va être aussi rigueur dans le travail. Donc, est-ce que tu persévères? Est-ce que tu es rigoureuse? Est-ce que tu es méthodique? Des choses comme ça. Et tout aussi, la sphère plus relationnelle et capacité à gérer ses émotions. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, le grand panel de la personnalité qui va être vraiment le premier point dans ce qu'on va appeler soft skills. Deuxième levier, deuxième pilier plutôt, ça va être tout l'aspect de motivation. Est-ce que c'est des choses qui vont te motiver? Qu'est-ce qui va te mettre en route au quotidien? Qu'est-ce qui va te faire te lever? Donc, grosso modo, on va venir mesurer ce que la personne veut faire, comment elle veut le faire, pourquoi elle veut le faire. Et dernier levier, qui est aussi un des plus importants, ça va être l'agilité intellectuelle. Donc, est-ce que tu es en mesure d'apprendre de nouvelles choses rapidement dans des contextes que tu ne connais pas, ou alors est-ce que tu vas être plus à l'aise sur des tâches déjà expérimentées, déjà connues? Et aujourd'hui, la combinaison de ces trois piliers, donc personnalité, motivation et capacité de raisonnement, ça permet vraiment de venir mesurer le potentiel comportemental d'une personne, ses talents naturels. Et c'est ce que nous, on va appeler soft skills. Ok, d'accord. Et du coup, est-ce que, là, moi, j'ai une question à te poser, parce que vu que j'ai passé le test moi-même, est-ce que tu penses qu'il y a moyen d'influencer les résultats, ou que, de manière générale, les candidats restent quand même, répondent quand même de manière très naturelle qui Non. ils sont, Alors, quoi. ouais. Alors, la plupart du temps, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les candidats,
c'est les critères qu'on va venir mesurer, c'est les critères sur lesquels ils veulent être jugés, en fait. On a fait plusieurs études chez Assessors, il y a plusieurs études dans la littérature qui montrent que justement, quand tu vas postuler sur un job, ce sur quoi tu veux être jugé, c'est pas parce que tu as étudié aux HEC ou ailleurs, c'est vraiment sur base de ta personnalité, de ce qui te motive, etc. Donc, il y a sincèrement la majeure partie et une grande partie des candidats qui, d'emblée, déjà, sont contents de passer ce genre de questionnaire, puisque c'est un critère qui va leur permettre de faire la différence. Mais par exemple, pour des jeunes diplômés, ça va leur permettre de montrer vraiment réellement de quoi ils sont capables. Donc, ils comprennent d'emblée qu'ils n'ont pas intérêt à essayer on va dire, de pipoter le questionnaire. Et de toute façon, même s'il y a des petits malins qui pensent que ça peut jouer en leur faveur, les questionnaires psychométriques, quand ils sont bien conçus, ils sont conçus justement pour limiter ce genre de biais. Je prends un exemple tout bête. Dans tout test psychométrique, tu as un biais qui est bien connu, qui s'appelle le biais de désirabilité sociale. Ouais. C'est-à-dire que tu vas avoir tendance à essayer de donner une meilleure image de toi. Nous, les échelles qu'on va utiliser chez Assess First, et du coup, comme tu as passé les questionnaires, tu vois de quoi je parle, on va avoir une question et deux choix derrière, deux choix qui ont une désirabilité sociale équivalente, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui est mieux de l'autre que l'autre, et les deux sont autant désirables, ça permet déjà de contrôler ce genre de biais. Et troisième point, c'est aussi que si quelqu'un essaye de modifier ses réponses dans le test, on pourra le voir à la fin, puisque vraiment tous ces comportements sont mesurés, sa spontanéité, combien de temps il a passé sur telle question, etc. Donc tout ça est contrôlé pour voir si, on va dire, il y a des comportements sensibles, ou en tout cas qui pourraient nous porter une alerte sur la fiabilité des résultats. Essayer de faire dire autre chose au questionnaire, il y a forcément des gens qui vont essayer, mais en général, même à la fin, les gens qui vont essayer vont se dire « mince, j'ai pas réussi ». Et alors, est-ce que, pour toi, donc c'est ce que je te demandais un petit peu juste avant en off, est-ce que les résultats peuvent influencer aussi forcément la décision des employeurs? Par exemple, j'ai quelqu'un devant moi qui est en raisonnement 1 sur 10. Bon, en gros, est-ce que ça veut dire qu'il est bête? Bon, je l'engage pas du coup. Comment ça se passe du coup? Ça veut pas dire que la personne est bête. Ça veut dire que justement, si on prend l'exemple du questionnaire de raisonnement, ça veut dire qu'elle sera plus à l'aise sur des tâches déjà connues, déjà expérimentées, et qui ne vont pas forcément lui demander d'acquérir de nouveaux savoirs. Est-ce que les résultats influencent les recruteurs, les RH dans leurs décisions? J'espère bien, parce que sinon, on aurait peu d'intérêt. Mais après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous allez utiliser Assessors, pour chaque job, vous allez avoir un modèle prédictif, comme je l'ai expliqué au départ. C'est-à-dire que, par exemple, si tu recrutes, je dis n'importe quoi, un développeur web, on sait qu'il y a certains traits de personnalité, certaines motivations et un certain niveau de raisonnement qui vont permettre d'expliquer la capacité à être en succès et à être épanoui sur ce job-ci. Donc, on va vraiment venir parmi tout l'éventail de traits de personnalité et de motivation qu'on peut mesurer. On va venir sélectionner quelques traits importants pour la réussite sur le job. Donc, en général, nous, on mesure une cinquantaine de dimensions. On va venir en sélectionner entre 6 et 10 pour justement derrière laisser place à toute la diversité. Et on va générer un indicateur d'adéquation à partir de ça. Et si le poste a bien été paramétré au départ, donc si vous utilisez Assess First, ça, je ne vais pas vendre la solution, mais c'est garanti. L'indicateur d'adéquation va vraiment vous permettre de savoir si la personne sera bonne sur ce job. Ça ne veut pas dire qu'elle sera, si elle a un mauvais matching sur développeur web, ça ne veut pas dire qu'elle sera mauvaise. Ça veut dire que sur ce job-ci, ce n'est pas ce qui est vraiment fait pour elle en termes de personnalité et de motivation. Elle sera peut-être beaucoup plus épanouie sur quelque chose d'autre, mais si on se rend compte que si sur le job développeur web, l'adéquation est faible, forcément, ça sera, on va vous déconseiller de y aller. Donc forcément, il y a certains paliers. À partir de 60% d'adéquation, on va vous dire ça vaut le coup de rencontrer le candidat ou la candidate pour approfondir, pour creuser avec elle, etc. Mais en dessous de 40%, toutes les études qu'on a pu montrer le confirment. Ça ne sert pas à grand-chose d'y aller. Déjà, de une, parce que la personne ne sera pas performante sur le poste, ne sera pas épanouie. Donc, même pour elle, ce n'est pas un bon choix. De votre côté, ça va sûrement être un recrutement qui va s'avérer peu fructueux et potentiellement coûteux à l'avenir. Et dans ce cas-là, il vaut mieux orienter le candidat sur d'autres choses, en fait. Et du coup, parce que là, tu disais juste, il faut y aller ou il ne faut pas y aller. À quel moment réalise-t-il le test de personnalité? Est-ce que c'est au début du process ou alors est-ce que c'est après? Alors, ça dépend vraiment de la stratégie que la boîte met en place, mais aussi
de son volume de recrutement, en fait. Ouais. On a des entreprises où n'importe quoi qui vont recruter, par exemple, sur des postes de vendeurs en magasin, qui vont attirer énormément de candidats. Donc, eux, par exemple, qui vont faire passer en présélection, en fait, en amont, pour vraiment avoir un premier filtre, en fait, parce que forcément, si tu as 3000 candidatures, c'est compliqué pour un recruteur de devoir tout étudier. Donc, l'outil va leur permettre de faire un premier filtre pour vraiment retenir ceux qui sont les plus alignés en termes de personnes, motivation, etc. Mais après, on a aussi d'autres clients qui vont l'utiliser vraiment en fin de process pour une confirmation sur la candidature, etc. Ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est qu'on n'est pas dédié au recrutement. Forcément, le recrutement, ça va être une clé d'entrée, mais on va vraiment avoir un impact et un intérêt tout au long, on va dire, du cycle de vie RH et managérial d'une personne dans l'entreprise. Par exemple, quand tu veux évaluer quelqu'un pour le faire monter sur un poste de leadership, quand tu veux étudier la dynamique d'une équipe, on parlait justement juste avant de cette dimension d'affinité entre deux personnes, c'est vraiment venir étudier la combinaison des deux profils en termes de personnalité pour voir est-ce qu'elles seront à l'aise dans la collaboration ou est-ce qu'au contraire, ça sera compliqué pour elles. Donc au final, c'est sûr qu'on a beaucoup d'utilisation, on est beaucoup utilisé sur du recrutement, mais on a aussi des outils qui vont être plus dédiés à tout ce qui va être mobilité, affinité d'équipe, cohésion dans l'équipe, vraiment déterminer les compétences clés de ton équipe ou évaluer le potentiel de leadership d'une personne, etc. Donc, ça va vraiment, en fait, l'utilisation et le moment d'utilisation vont surtout dépendre de l'objectif derrière. Le test de personnalité, au fond, c'est un point de départ dans la boîte. Ouais. Voilà, tu vas pouvoir l'utiliser pendant toute la durée de vie Ce qu'il faut d'un comprendre employé. avec le test de personnalité, c'est que, on va dire, la personnalité, c'est des choses qui sont, d'un point de vue scientifique, qui sont assez normées. J'en parlais au départ, tu as des modèles de personnalité qui sont très reconnus dans la littérature. Et donc, au final, que tu sois dans une situation de recrutement, dans une situation de mobilité, dans une situation de management d'équipe, etc., les éléments de personnalité vont rester les mêmes, en fait. Puisque vraiment, la personnalité, que ça soit au travail, dans ta vie de famille ou autre, ça va être vraiment, on va dire, ta colonne vertébrale psychologique. Et ce n'est pas parce que tu es dans un contexte de travail qu'on va venir évaluer d'autres dimensions de personnalité. Parce que ça va être vraiment la même partout. Donc, c'est pour ça que ça va être intéressant de la considérer dans toutes les décisions RH qu'une entreprise peut prendre et aussi quel que soit l'âge de la personne, en fait. Et pour revenir à la partie recrutement, est-ce que pour toi, avec ta casquette scientifique, aujourd'hui, Assess First peut avoir vocation à complètement supprimer les entretiens, ou est-ce que pour toi, il y aura toujours à un moment donné une intervention humaine avec au moins un entretien? Ouais. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, le but de l'outil, des tests psychométriques ou de l'intelligence artificielle appliquée au RH au global, c'est que ce n'est pas de remplacer les recruteurs ou LRH. C'est vraiment de leur proposer un outil qui va leur permettre de dépasser leur intuition, de se baser sur des choses objectives pour prendre des décisions beaucoup plus éclairées. En fait, aujourd'hui, il y a énormément encore d'entreprises, même si c'est de moins en moins, et c'est ce qui fait qu'on est encore là aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui vont prendre des décisions sur base de leur intuition en recrutement. Ouais. C'est-à-dire que tu vas passer un entretien et tu vas te dire, bah oui, cette personne-là, je l'ai bien aimée, elle s'exprime bien, etc., elle a une bonne personnalité, des choses comme ça. Sauf qu'on se rend compte que l'intuition en recrutement, c'est vraiment un mythe, en fait. Et personne ne peut prendre de décision fiable en recrutement sur base de son intuition. Donc, tu as forcément beaucoup de personnes là qui vont se dire, bah non, moi, j'ai fait plusieurs recrutements dans ma vie, etc. Et j'arrive à distinguer les patterns qui vont bien. Sauf que vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour développer une intuition qui va être efficace, quel que soit le domaine, qu'on parle de recrutement ou autre, tu vas devoir regrouper, tu vas avoir besoin, on va dire, de 3 conditions qui vont être essentielles au développement de l'intuition. Première condition, c'est d'avoir énormément d'entraînement. Et quand je dis énormément, c'est vraiment énormément. Tu prends l'exemple d'un joueur de basket, par exemple, je ne sais pas si tu es fan de basket, moi oui, je prends souvent cet élément-ci. Un joueur de basket qui va s'entraîner au lancer franc, au cours de sa carrière, il va en tirer des centaines de milliers. Il va en tirer des centaines par jour, il va en tirer des milliers par mois, etc. Et donc, au final, il va en faire vraiment énormément. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, quelle que soit la charge de travail du recruteur, même si elle est énorme, un recruteur ne va pas faire 100 recrutements par jour.
Il va peut-être en faire grand maximum une centaine par année, mais ça reste quand même un volume qui est insuffisant pour pouvoir développer son intuition. Donc déjà, une première condition qui n'est pas respectée. Deuxième condition, ça va être d'être dans un environnement 100% prévisible, c'est-à-dire un environnement où tu peux vraiment prévenir le comportement de chaque variable. Et je reprends encore l'exemple d'un joueur de basket. Il tire son lancer franc, il est tout seul avec le panier, et pour vulgariser, il n'y a pas un pigeon qui va passer en plein milieu pour taper dans le ballon. Ou alors c'est vraiment extrêmement peu probable. En recrutement, pourquoi on ne peut pas arriver à ce 100% de prévisibilité? C'est que tu as plein de facteurs qui vont venir modifier la performance ou l'épanouissement d'une personne en poste. Par exemple, si tu peux reprendre l'exemple d'un collaborateur que tu as recruté il y a 2 ans, peut-être qu'il y a 2 ans, il ou elle était hyper performante, mais peut-être que tu as recruté quelqu'un de nouveau qui va venir changer toute la dynamique de l'équipe. Ou alors peut-être que cette personne elle a un problème dans sa vie perso qui fait que elle a dû partir, ou alors elle est moins investie au travail. Donc vraiment, le recrutement apporte pas cette stabilité qui est nécessaire pour développer l'intuition. Et troisième et dernier point, ça va être vraiment d'avoir un feedback qui va être quasi immédiat sur ta décision. Et quand je dis immédiat, c'est vraiment immédiat. Je prends toujours l'exemple, encore une fois, j'aime bien les exemples un peu imagés, mais si tu vas à un concert de Patrick Bruel, n'importe quoi, il fait une fausse note, tu vas entendre le public qui va pas être content, ils vont huer, etc. Et le petit Patrick, il va avoir vraiment un feedback immédiat sur sa mauvaise note. Et tu ne vas pas attendre 6-10 ans pour lui dire écoute, Patrick, tu te souviens, 1973, ton concert à Angoulême, tu as fait une fausse note, c'était pas ouf. Mais on se rend compte que c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui en recrutement, puisque du moment où tu vas acter ta décision de recrutement, déjà, en général, là, je connais moins le système belge, mais par exemple en France, tu vas avoir en général un préavis de 3 mois déjà, avant que la personne arrive sur son poste. Donc déjà, le feedback quasi immédiat, il est impossible. Impossible. Même si la personne arrivait le lendemain, ça serait complètement bête d'évaluer sa performance lors de son premier jour. Donc en général, on va attendre 3-6 mois, voire 1 an pour pouvoir évaluer la performance. Donc feedback immédiat impossible. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans la plupart des cas, la personne qui a pris la décision de recrutement et la personne qui va évaluer la personne en poste, c'est 2 personnes différentes. Tu vas avoir le recruteur qui va recruter, le RH qui va potentiellement évaluer, mais donc le recruteur qui a pris sa décision à la base aura dans la plupart des cas aucun feedback sur la performance de la personne. Donc au final, l'intuition vraiment en recrutement ou dans toute autre décision RH, ça va plus relever de ce qu'on appelle en psycho un biais de supériorité illusoire, qui est vraiment la tendance qu'on a tous, en fait, de se croire supérieur à la moyenne dans n'importe quel domaine, en fait. Ouais. Et c'est pour ça que chez Access First, on a vraiment cette vocation à développer une vision qui va être data-driven, une vision analytique, en proposant des informations qui sont quantifiées, mesurées et objectives sur le potentiel d'un candidat ou d'un collaborateur. Oui, et ça te permet, j'entendais il n'y a pas longtemps qu'il y avait à peu près 1 millier de billets différents pendant les entretiens, et ça permet éventuellement de les neutraliser. Il y en a énormément, et il y a eu beaucoup d'études sur les biais, que ce soit en recrutement ou aussi dans tout ce qui va être décision juridique. Et si ça vous amuse, vous pouvez aller voir dans la littérature, mais il y a des choses qui ont montré, des études qui ont montré que en fonction de ce que le juge avait pu manger le midi, ça allait affecter la qualité de sa décision et la sévérité de la peine derrière. Donc, quand on se dit qu'on peut être jugé et passer sa vie en prison parce que le juge a mangé un burger le midi plutôt qu'un steak tartare, ça pose question. Et même pour le recrutement, se dire je suis passé à côté d'une opportunité parce que peut-être que le recruteur était un peu mal luné. Après, ce n'est pas une critique parce que tu vois, ça arrive à tout le monde. C'est l'être humain, hein. Ah oui, mais justement, c'est de la responsabilité pour moi des recruteurs et des RH de comprendre que ce type d'outils, le but, ce n'est pas de réduire leur autonomie, de les remplacer, mais au contraire de comprendre que ça va, au contraire, optimiser leurs décisions et surtout booster leur autonomie. Un exemple tout bête, c'est que personne aujourd'hui va se dire je vais envoyer un email plutôt qu'un courrier manuscrit parce que le téléphone réduit mon autonomie. C'est plutôt quelque chose qui va booster ta productivité, qui va permettre de te concentrer sur d'autres tâches plutôt que d'écrire ta lettre, aller à la poste, la poster, etc. Donc, ça ne réduit pas ton autonomie. Au contraire, ça t'en fait gagner puisque tu vas pouvoir te consacrer à d'autres tâches qui ont vraiment beaucoup plus de valeur ajoutée. Et aujourd'hui, je ne pense pas que trier 1000 CV, ça fasse rêver un recruteur. Non.
d'office. Et peut-être une piste pour Assess First, d'aider les juges à rendre leurs décisions de manière neutre. Pour l'instant, on va déjà aider, on va déjà aider les recruteurs. Et c'est déjà très bien. Un tout grand merci, Aymeric. C'est la fin de notre épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés sur Le Mouton à 5 pattes et à très bientôt. Au revoir. À bientôt, merci. Merci de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant, en partageant notre contenu et en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pensez aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux afin de vous tenir au courant des dernières actualités du Mouton à 5 pattes. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode.